Si, moi, la plupart, je les connais quand même. C'est la seule promotion, en fait, que j'ai accompagnée pendant 3 ans. Moi, c'est la première promotion que j'ai accompagnée 3 ans. Non, mais c'était mes K2 quand même. Non, c'est les K4. Ah non, c'était tes K3. Ah, non, K2. Je les ai eu en K2. Enfin, moi, les ai eu en K2, puis en K3, puis en K4. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Mais moi, je les ai eu un jour en K. Alors après, c'est vrai qu'ils prennent du poids, ils grossissent, ils vieillissent. Ah ouais. Voilà. Et il y en a que je reconnais, hein, mais il y en a d'autres. Allez, on y va. Bonjour à tous. Est-ce que tout le monde nous entend, m'entend bien? Il n'y a pas de souci? D'accord. Je vais vous demander un petit peu de silence, s'il vous plaît. Alors, bonjour à tous. Donc, on ne se présente plus, parce que je pense que vous nous connaissez bien. Donc, cette année, on va vous présenter la formation de votre année. Comme l'année dernière, on l'a fait. On le fait chaque année, on le fait pour toutes les années. Donc, cette année, vous êtes en 4e année. On va vous présenter effectivement votre formation de 4e année. Ça ne marche plus. Voilà. Alors, dans les enseignements fondamentaux, on a d'abord l'UE 14 qui va avoir une relation directe avec l'UE 32. L'UE 14, vous allez aborder tout ce qui est droit, législation, gestion d'une structure. Au niveau du contenu, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver les grands principes du droit, on va trouver tout ce qui touche à la législation professionnelle, les différents régimes de responsabilité, les principaux codes de la profession, les différents modes d'exercice, les établissements à l'entreprise privée, l'installation, la gestion en exercice libéral. Après, vous allez comprendre en quoi ça va vous être extrêmement utile pour l'UE 32. Les différents types de sociétés, tout ce qui est les différentes sortes de protection sociale, la déontologie, le droit de prescription. Et il y a une partie aussi qui est importante en UE 14 qui touche à l'éthique. Au niveau des enseignements, je pense que vous les connaissez à peu près tous, si ce n'est Maître Arbat qui est un avocat, donc il va venir vous faire tout ce qui est contrat. Sinon, je pense que vous connaissez à peu près tous les enseignants. Au niveau du programme, donc, les différents régimes de responsabilité, c'est tout ce qui est responsabilité civile, pénale, administrative, les principaux codes de la profession, c'est-à-dire tout ce qui nous entoure, tout le décor qui nous entoure, santé publique, sécurité sociale, travail pénal, civil, les différents modes d'exercice de contrat, que ce soit des contrats salariés ou des contrats en libéral, il y a de multiples contrats, il faut les connaître pour vous quand vous allez pratiquer, mais aussi les connaître éventuellement pour de futurs collaborateurs que vous pouvez avoir, bien évidemment, et les connaître aussi parce que ça va vous donner un certain nombre d'informations dans vos relations hiérarchiques et de subordination au sens noble du terme avec éventuellement vos futurs employeurs si vous exercez en salariat. Les établissements publics et privés, alors là, vous n'allez pas avoir énormément d'heures là-dessus. On va vous donner une culture des différents établissements avec leur statut privé et public. Ça se rapproche aussi des notions de convention. Quand on est en établissement, on est salarié et chaque établissement, qu'il soit public ou privé, a des conventions différentes avec des applications différentes. Donc, on va vous donner surtout une culture de ça. L'exercice conventionné ou non, c'est l'exercice conventionné, c'est tout ce qui est exercice qui est prescrit qui est remboursé par la sécurité sociale. Et non conventionné, c'est tous les produits éventuellement que vous serez appelés à développer hors convention. Et Dieu sait si, je pense, dans l'avenir, vous aurez beaucoup de ces produits à développer. La formation continue, qui est une obligation pour tous, que l'on soit salarié ou éventuellement libéral. Toutes les structures ordinales et les inscriptions au tableau, c'est tout ce qui concerne l'administratif et tout ce qui va concerner vos obligations lorsque vous allez rentrer dans le monde du travail.
La gestion administrative comptable financière d'un cabinet, eh bien, c'est pour vous personnellement si vous êtes seul en cabinet, mais si vous êtes en groupe, et c'est le cas et de plus en plus, et des cabinets qui sont de plus en plus importants, multidisciplinaires, eh bien évidemment, vous serez appelé, il est nécessaire que vous sachiez comment ça se passe, éventuellement les contrats que vous pourrez faire signer si vous êtes manager. Savoir aussi avoir des connaissances un petit peu de management parce que vous serez aussi des futurs managers, que l'équipe soit petite ou grande, hein, les principes de management sont à peu près les mêmes. Donc c'est absolument indispensable que vous ayez aussi une culture de ça et des connaissances. Le droit de prescription, ben ça c'est quelque chose que avec lequel vous serez en relation directe dans le cadre de votre travail conventionné, bien évidemment. Les différents comités d'éthique, donc là il va y avoir un travail, je vous ai mis projet commun avec les K3. Cette année, on est en réflexion sur un travail qui va se faire en commun avec les 3e années, puisque vous allez avoir comme enseignant dans ce domaine le professeur Jonquet, qui va donc vous parler de l'éthique, les principes éthiques, mais aussi vous aurez des cas pratiques en éthique à traiter. Donc on va vous demander à un moment donné de faire un choix de thématiques à traiter en sous-groupe, en petits groupes. Et ce travail va se faire en commun avec les K3 parce que très certainement, nous, on va s'en inspirer sur la 6e semaine de retour de stage pour les 3e années, qui en fonction des thèmes éthiques que vous aurez choisis, on va a priori très certainement les développer pour les 3e années lors de leur semaine de retour de stage. Donc il va y avoir vraiment un travail en commun et vous serez appelé en fin d'année à présenter vos travaux devant un jury bien sûr, dont ce jury dont le professeur Jonquet fera partie, mais il y aura aussi d'autres membres de jury et évaluateurs rattachés à un comité éthique qui a été créé l'année dernière. Le logiciel Vega, ça vous connaissez, on va vous apprendre un petit peu les applications pratiques et les principes du marketing. Ça aussi, ça touche à tout ce qui est éventuellement produit hors convention que vous souhaiterez développer. Ensuite, les sciences et ingénierie en kinésithérapie, eh bien, vous connaissez toutes ces UE. Un certain nombre continu, alors l'UE 15, 16, 17, 18, tout ça c'était votre programme de 3e année. Maintenant ça débouche sur l'UE 19, 20, 21, 23 dont vous avez eu, on vous en a traité une partie en 3e année et on va terminer de les traiter en 4e année. UE 22 et UE 24. Alors, le 19, vous savez ce que c'est, hein, c'est tout ce qui est évaluation, technique et outils d'intervention dans tout ce qui est musculo-squelettique, donc c'est toute la traumatologie, toute la rhumatologie, etc. Vous en connaissez le programme puisqu'on a abordé toutes les pathologies en 3e année, vous les connaissez. Donc en 3e année, on vous a fait tout le programme sur les pathologies et on vous a fait une grande partie du programme sur les outils d'évaluation. C'est tout ce qui est bilan et tout ce qui est traitement et technique d'intervention, donc tout ce qui était technique de rééducation. Donc vous avez déjà un acquis et ça va être poursuivi pendant votre 4e année. Quand on entend outils, ben c'est méthodes et modalités d'examen clinique, c'est ça, c'est les outils, c'est les bilans. Vous connaissez le principe, hein, je pense que maintenant cette construction réflexive, vous l'avez, hein, on vous l'a assez répété lors des précédentes années, les bilans, les résultats, élaborer un plan de traitement qui est bien évidemment approprié et ensuite mettre les techniques et concevoir le traitement kinésithérapique bien évidemment approprié. Donc, je passe, vous connaissez déjà un certain nombre de techniques, mais il va y avoir des techniques plus ciblées dont on va vous parler dans ces unités et surtout, on va faire énormément d'applications sur des cas cliniques. Voilà, on va vraiment rentrer dans le cœur du métier. Les enseignants, donc vous aurez tout lieu de le voir parce qu'on vous laissera le PowerPoint sur le site. Alors le programme, vous connaissez, la traumatologie, donc on va être plus particulièrement, comme je vous l'ai dit, beaucoup plus dans les cas cliniques, c'est-à-dire qu'on considère qu'il y a un grand nombre d'outils que vous avez déjà en main, donc vous serez tout à fait capable de les présenter. Et puis on va aller plus loin hein, en 4e année, c'est-à-dire qu'on est dans l'auto-évaluation de ses propres pratiques, dans la pertinence du choix de ces pratiques, dans la qualité aussi de la pratique des techniques que vous utilisez. Donc on va aller beaucoup plus loin et vos enseignants bien évidemment seront beaucoup plus exigeants hein, par rapport à ça. L'imagerie médicale aussi, vous aurez tout ce qui touchera à la pathologie, aux pathologies de l'appareil locomoteur. J'en profite pour vous dire que la journée pédagogique sur les amputations, ça sera donc le 9 janvier 2020 cette année. La rhumatologie, donc là c'est moi qui ferai ces cours, je vais vous parler de la méthode Mézières. Alors je dis toujours, je vais essayer de vous donner tous les grands principes de cette méthode, comme toutes les méthodes. Nous n'avons pas la prétention et surtout nous ne sommes pas là pour faire la publicité de quelque méthode de rééducation que ce soit.
que ce soit moi ou d'autres praticiens qui sont spécialisés sur certaines méthodes, on est là pour vous donner une grande culture aussi de ces méthodes, les éléments essentiels, et éventuellement, si vous souhaitez après vous spécialiser, bien évidemment, on est là pour vous donner des renseignements complémentaires. L'UE20, on a tout ce qui est neuromusculaire, c'est toutes les grandes pathologies centrales, donc médulaires, cérébrales, et puis aussi toutes les pathologies périphériques. Je passe, donc c'est toujours le même, le contenu, on est toujours sur le raisonnement, la construction du raisonnement du praticien. Pareil au niveau des outils, mais là au niveau des outils on va rentrer dans différentes méthodes de rééducation en ciblant un petit peu plus les méthodes de rééducation avec des méthodes un petit peu plus spécifiques, toutes les approches manuelles, toutes les approches instrumentales, les approches gymniques, donc autoprogramme, électro, etc. et tout ce qui est approche aussi cognitive et comportementale, donc par rapport à la douleur, par rapport à l'éducation thérapeutique, serious game, etc. Les enseignants, je pense que vous les connaissez aussi à peu près tous. Vous les avez déjà eus. En neurologie centrale, on reprend toutes les grandes pathologies. Alors, on a essayé cette année de mettre en place des projets pédagogiques un petit peu novateurs avec Monsieur Boussagol. Vous allez avoir des enseignants, entre autres Madame Bacti, Madame Berthelot. On a pensé, c'était en gestation déjà, on avait déjà réfléchi à ça, mais on l'a mis en place cette année, que plutôt que de rentrer dans l'étude de cas cliniques relativement classiques, on a pensé que ce serait beaucoup plus intéressant que vous soyez beaucoup plus acteurs. Donc, entre autres, dans ce domaine de la neurologie centrale, vous allez avoir, on va vous demander une contribution. On va vous positionner en formateur, on va vous positionner en évaluateur entre guillemets, on va vous positionner aussi en rapporteur et on va vous positionner aussi en tant qu'enseignant vis-à-vis de vos autres camarades. Donc il y a un certain nombre de pathologies, on ne va pas vous amener tout sur un plateau, mais c'est vous qui allez tout construire et qui après allez former vos camarades. L'UE21, vous connaissez toujours, tout ce qui est champ d'intervention respiratoire, cardiovasculaire intégumentaire. Au niveau de la démarche, c'est la même. Les enseignants. Au niveau du programme, là aussi, on est encore vraiment dans des cas cliniques, toujours des cas cliniques. On va essayer d'en faire le plus possible cette année, parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est que vraiment, vous nous démontriez que vous êtes capables, dans quelques mois, d'être des vrais praticiens et des praticiens compétents. Donc vraiment, on va être dans le cœur du métier. Au niveau du champ interne, donc on va traiter tout ce qui est prévention et traitement de l'obésité. On sera sur l'interdisciplinarité, tout ce qui est conscience et rééducation posturale après la grossesse, tout ce qui est aussi gastro-entéraux, les problèmes sphinctériens, que ce soit chez l'adulte ou chez l'enfant. En tégumentaire, ça va être tout ce qui est atteinte tégumentaire traumatique, plaies, cicatrisation, grand brûlé. Vous avez déjà eu une approche de ça l'année dernière avec Madame Comer et Monsieur Thomas Boussagol. Ils vont réintervenir cette année, mais intervenir toujours pareil, avec des cas cliniques et de façon beaucoup plus pragmatique. Prévention et traitement des lésions cutanées, escarres, ulcères, mélanome, etc. L'UE22, donc tout ce qui est... Alors, c'est la seule, sur votre année, les seules unités qui se compensent sont l'UE22 et l'UE24. Ce sont les seuls. Le contenu, c'est tout ce qui va être concept actuel de la réadaptation, l'interdisciplinarité, bien évidemment, tout ce qui est surtout appareillage. On va avoir un enseignement sur l'appareillage qui va être assez important. Les enseignants. Le programme. Alors, le programme, c'est tout ce qui va être... Alors, organisation et fonctionnement, soins de suite de rééducation, là aussi, c'est le pendant de l'UE14. En UE14, on vous a parlé des établissements privés et publics. Dans cette UE, ce sera très certainement aussi un directeur d'établissement et de soins de suite et de réadaptation qui va venir donc vous parler de tout ce qui est projet interdisciplinaire, tous les moyens techniques qui sont mis à disposition, etc.
Les différentes sortes de prothèses, donc tout ce qui va être prothèse, orthèse, aide technique, ça passe par les prescriptions, les indications, réalisation, adaptation. Ça, ce sont des appareilleurs qui vont intervenir. Toutes les orthèses de compression et l'utilisation de tout ce qui est objet connecté avec toutes les nouvelles technologies. Vous aurez aussi l'utilisation du logiciel Cobus. On l'a abordé en 3e année, mais on s'était arrêté plus au niveau des bilans. On allait jusqu'au bilan. Là, on va aller carrément sur la fiche, on va aller au-delà. Hein, c'est l'application de ce logiciel dans tout ce qui est fiche diagnostic, de décision diagnostique. L'UE23, alors c'est spécifique, tout ce qui est intervention spécifique. Ça va toucher encore à la pédiatrie cette année, mais sur d'autres domaines. Ça va toucher aussi à tout ce qui est pratique sportive et activités sportives adaptées. Là, on va être dans handisport. Ça va toucher à l'ergonomie et ça va toucher à la psychiatrie. Le programme, tout ce qui est ergonomie, c'est tout ce qui est gestes et postures, pour prévenir entre autres tous les risques TMS. Ça va être toutes les techniques de manutention, là aussi appliquées à des cas cliniques extrêmement précis. Ça va être aussi apprécié et corriger un poste de travail. Et là, on est vraiment dans l'ergonomie dans le monde du travail. Les interventions kinésithérapie spécifiques dans les pathologies aussi qui seront liées à l'activité physique, plus particulièrement au sport, hein, avec tout ce qui est programme de renforcement adapté, avec tout ce qui va être nutrition, complémentation chez le sportif. En psychiatrie, eh bien, on va vous donner aussi une culture par rapport aux patients qui présentent des troubles du comportement, parce que ce sont des patients que malheureusement on rencontre de plus en plus fréquemment. Donc, on va essayer de vous donner une culture par rapport à ça pour savoir éventuellement comment se comporter par rapport à ces patients, ou psychotiques, ou borderline, ou phobiques, et il y en a. Intervention en pédiatrie, donc là ça sera plus particulièrement de la pneumopédiatrie et orthopédiatrie, c'est-à-dire que nous avons fait, il y a un certain nombre de cours en pédiatrie qui ne vous ont pas été dispensés en K3 volontairement, que nous vous avons transférés sur la 4e année, pour une raison simple. La première, c'est d'équilibrer les heures d'enseignement entre K3 et K4, parce qu'on savait très bien que la 3e année pour vous était extrêmement chargée, donc on a voulu rééquilibrer. Et puis c'est aussi l'occasion d'aborder de façon plus spécifique et plus ciblée cette discipline. L'UE24, tout ce qui est intervention du masseur kinésithérapeute en santé publique, donc tout ce qui va être promotion de la santé, prévention, dépistage. Vous connaissez déjà cette unité, on va aller plus loin, bien sûr, dans ce travail, et tout ce qui est éducation thérapeutique du patient. Les enseignants. Prévention dépistage, là aussi pareil, hein, on va être toujours sur des cas cliniques, toujours on est dans le cœur du métier, donc on vous donne un enseignement extrêmement pragmatique cette année. Tout ce qui est événements indésirables liés aux soins en libéral et en salariat. En salariat, c'est quelque chose qui est déjà extrêmement développé, et en étant salarié, on vous demande une démarche qui est déjà relativement importante dans ce domaine. En libéral, c'est déjà en place, c'est peut-être un petit peu moins développé, mais ça se développe de plus en plus aussi. Dans le domaine de la prévention et dépendance, c'est tout ce qui est tabac, et dépendance aussi au sens large du terme. Et puis tout ce qui est aussi dépistage, entre autres votre participation dans le dépistage du cancer. Concernant l'éducation thérapeutique du patient, vous avez déjà eu des notions en K3. Hein, là, on va aller plus loin. On va carrément mettre en place une éducation thérapeutique du patient. On va vous faire mettre en place des éducations thérapeutiques du patient. On va vous faire aussi animer des séances. Soit des séances nominatives avec un patient, soit des séances qui peuvent s'adresser à un groupe. Et puis on va rattacher aussi ces séances d'éducation thérapeutique à des thématiques précises que vont être l'obésité, tout ce qui est le domaine vasculaire, l'enfant, l'adolescent porteur de troubles sphinctériens, et tout ce qui est, là cette année, nous allons faire. Là, je vais laisser peut-être un petit peu la parole à Monsieur Boussagol concernant cela, parce que c'est aussi un projet qui est en gestation, tout ce qui est introduction de patients partenaires. Je
vais pas. Je vais pas. Ouais, on est obligé. Hein. C'est étroit, hein. Pourtant, la fac est grande. Le projet patient partenaire, on en avait parlé déjà l'an dernier. On souhaitait l'intégrer rapidement avec les 4e années. Or, on a fait pas marche arrière parce qu'on va intégrer le patient partenaire, mais on n'a pas encore défini les modalités que nous allons développer avec vous. Pourquoi ? Parce qu'il nous est apparu important, dans un premier temps, de former ces patients partenaires. Le patient partenaire, jusqu'à présent, a un réel intérêt parce qu'il vient apporter un témoignage. Donc il est là pour défendre son point de vue. Ce qu'on souhaite nous développer dans la formation, c'est progressivement la mener à quelque part jouer le rôle de formateur. Et donc on va vous laisser en situation, on voudrait vous laisser en situation d'apprentissage, confronté à une pathologie avec un patient partenaire qui sera dans le public et non pas comme on avait initialement prévu en tant que patient, parce que ça pose un problème de sécurité et de responsabilité. Mais par contre, on va le solliciter pour avoir son point de vue. Et à partir de là, on souhaite lui faire avec lui une formation de formateur pour qu'il arrive à dispenser un message qui soit différent d'un témoignage. Donc les modalités, je viens de vous les donner à peu près. C'est pour ça qu'on n'a pas arrêté encore complètement avec vous. Ça a été arrêté pour les premières, 2e et 3e années. Et cela nécessite encore un petit peu de réflexion. C'est Madame Ayo, que vous connaissez certainement, qui a été étudiante quand vous étiez en première année, qui développe ce projet. On a retenu des thématiques bien spécifiques, donc ça c'est arrêté, et on va progressivement développer ce patient partenaire à notre façon, à la façon de l'IFMK de Montpellier. Donc c'est les éléments complémentaires que je pouvais apporter, enfin en tout cas c'est le niveau d'information que je peux vous donner aujourd'hui, mais vous allez avoir à un moment dans la formation sur le semestre 7 ce patient partenaire qui va apparaître. Bouge pas. Après, je te demande. Alors, tout ce qui est ensuite approfondissement et professionnalisation, donc l'UE 26, 27, 28, 29 et 32. Langue anglaise, donc je vais laisser encore la parole à Monsieur Boussagot. Alors là, pas grand chose de plus à vous dire, si ce n'est que vous voyez aujourd'hui l'importance de l'anglais dans la formation. Je ne le dis pas ironiquement, je le pense sincèrement. Après, vous avez la liberté de continuer à développer des compétences dans ce domaine. Vous savez quel niveau on souhaite pour vous, c'est-à-dire que vous soyez en capacité de communiquer. On a réfléchi à d'autres projets, donc vous n'allez pas forcément être impacté par ces projets-là. C'est surtout les années à venir qui vont être plus impactées. L'idée qu'on avait au départ avec vous, c'était de vous mettre en situation sur des GEAPR avec votre niveau d'anglais, qui est forcément pas forcément bon pour tout le monde, et vous débrouiller en tant que patient ou en tant que praticien à comprendre et à essayer de répondre aux problématiques, parce que on se dit aussi que l'anglais, c'est pas forcément que des gens qui savent bien le parler qui vont se présenter chez vous pour régler un problème. C'est peut-être un espagnol qui va arriver et qui va s'exprimer en anglais pour pouvoir gérer un problème. Donc on a eu cette vision aussi, cette approche aussi, pour amener un complément dans la formation en 4e année. L'année prochaine, vous serez au contact des patients. Il va vous arriver plein d'histoires. Et pour nous, l'intérêt de cette 4e année, c'est de vous mettre au plus près possible de ces histoires qui peuvent se produire. Donc ça, c'était une première idée. Des évolutions sur le logiciel, pour vous, il n'y en a pas. On vous invite à aller voir les compléments de formation, on vous invite à aller voir les sessions de travail qui ont été difficiles pour vous à réaliser, et puis vous allez avoir des évaluations qui vont arriver. Vous savez comment ça se passe ? Madame Garnier va vous envoyer un message, vous avez une deadline, il faut répondre à la demande de Madame Garnier. L'objectif, c'est pas de vous sanctionner. Déjà, si vous êtes à jour de votre travail, que vous rendez au bon moment, ce qu'on regarde, c'est votre progression, votre capacité d'évoluer de semestre en semestre. Donc pour nous, ça doit pas être quelque chose de sanctionnant, mais par contre, c'est quelque chose d'obligatoire.
Donc cette UE, il faut qu'elle soit validée. Si elle n'est pas validée, ça va nous mettre en difficulté et vous mettre en difficulté. Donc on vous invite à le travailler régulièrement et à progresser. Donc les enseignants, on vient de parler du programme. Tout ce qui est UE27, donc vous connaissez bien évidemment, c'est tout ce qui va toucher aux mémoires. Donc au niveau des enseignants, vous connaissez aussi. Alors il y a un gros travail qui a été fait cette année par les 4 référents responsables mémoire, et un gros travail particulièrement de suivi. Vous avez dû vous en rendre compte puisqu'on vous a envoyé un certain nombre de documents. Au niveau de ces référents enseignants mémoire, c'est Monsieur Mesure qui a eu une plus grande responsabilité. On va dire que c'est lui qui tient un petit peu les manettes, mais les quatre référents, bien évidemment, sont tous aussi importants les uns que les autres. Par contre, ils se sont beaucoup mieux organisés cette année. Il va y avoir un suivi. Il y aura un suivi individuel. Il y aura des rendez-vous individuels et il y aura aussi un suivi en groupe et en sous-groupe avec vos responsables donc pédagogiques mémoire qui interviendront très certainement en binôme. Donc là, cette année, il y aura vraiment un suivi rapproché et surtout, c'est beaucoup mieux organisé. Je pense que Madame Breton vous en a parlé ce matin, mais j'y reviens dessus parce que je pense que c'est important. En ce qui concerne le mémoire, les difficultés que vous avez rencontrées, elles sont normales. Les difficultés que vous rencontrez pour certains, elles s'expliquent. Donc on est là pour vous accompagner sur le projet. Ceux qui ont des difficultés, on va essayer de vous amener pour réaliser un travail correct. On constate que les projets qui ont été menés l'année dernière sont de très bonne qualité. Donc on est très satisfait de cette progression et on veut amener tous les étudiants à réaliser un travail dans ce sens. Deux sessions spécifiques sont rajoutées. C'est une journée qui sera le vendredi 29. Alors je sais que vous n'avez pas de cours le vendredi. Pourquoi on a mis ce jour-là? Parce que c'était la seule période où vous étiez en contact avec les deuxièmes et les troisièmes années. Cette journée de 29 novembre, même si vous n'avez pas forcément beaucoup avancé sur votre travail, elle est très importante parce que on va essayer de faire venir les directeurs de mémoire sur l'école. Donc vous allez pouvoir les rencontrer et refaire un point. Ce qu'il faut que vous entendiez, c'est que plus vous serez près de votre directeur, plus vous serez en contact avec votre directeur, plus facile vous arriverez à travailler, à avoir une relation sereine pour l'écriture de votre mémoire. Donc je pense que c'est très important que vous soyez présent dans la mesure du possible sur cette journée pour cet échange et ce suivi et également pour expliquer aux autres étudiants de deuxième et de troisième année les difficultés que vous avez rencontrées, les projets qui peuvent être suivis par d'autres étudiants. Donc c'est une journée d'échange en fonction de votre niveau, peu importe, mais c'est une journée d'échange pour pouvoir transmettre aux autres étudiants des idées de projets de mémoire. Et la dernière date, c'est le jour du congrès maire où on retiendra les meilleurs étudiants de 4e année et on leur demandera de venir présenter leur mémoire, comme certains l'ont fait sur les JFK cette année. Donc on réitérera ce travail pour valoriser justement le projet. Alors, l'UI 29, donc ça, c'est une UI qui est complémentaire de l'UI 25, comme vous le savez, c'est tout ce qui est amélioration de la pratique professionnelle. Donc, le contenu, vous le connaissez, c'est entre autres le GEAPR, mais pas que. Donc, c'est vraiment l'occasion de développer toutes vos capacités réflexives, de renforcer aussi, c'est là où il faudra renforcer la notion de pertinence et d'efficacité dans le choix de vos techniques. Au niveau des enseignants, donc ce sont pas une nouvelle équipe, mais une équipe qui a été renforcée. Ce sont bien évidemment que des kinésithérapeutes. Oui. L'évolution sur le GEAPR par rapport aux autres années, c'est que le formateur qui intervenait était plus un modérateur. Là aujourd'hui, vous allez être toujours plongé dans la difficulté de résoudre une problématique de soins avec des imprévus. Par contre,
le projet, c'est de vous amener plus d'informations. Donc le modérateur va prendre plus de responsabilités et vous donner plus de solutions. Il va apporter plus de solutions par rapport au deuxième ou au troisième année. Donc il va, une fois que vous aurez bien discuté, vous donner son propre point de vue et vous en ferez ce que vous voudrez. L'UE 32. Donc déjà l'année dernière, cette UE avait été mise en place à travers un projet d'initiative. Cette année, nous avons renforcé ce projet et cette UE 32, on l'a bien évidemment conçu tous les deux, ainsi qu'avec monsieur Boussagol, c'est un travail bien évidemment d'équipe. C'est monsieur Blin qui va vous en parler. Noté, hein, il y a les étapes, il y a tout. Ça va, vous suivez? Vous n'êtes pas trop fatigué avec toute cette énumération d'unités d'enseignement et de travail? Moi, en écoutant parler, je me dis que cette quatrième année va être fort active pour vous, non? J'imagine qu'un certain nombre d'étudiants étaient angoissés en se disant « mais à quoi elle sert cette quatrième année ?» Là, finalement, vous apercevez qu'il va falloir un petit peu travailler. Et c'est super, à des super projets, dont l'unité 32, novatrice l'an passé, mise en place dans le cadre dans le cadre de l'année 2018-2019 l'an passé. Cette année, elle a encore un petit peu évolué. Et puis on essaye d'être un petit peu au goût du jour aussi sur les sensibilités des étudiants, mais aussi les sensibilités, je dirais, un petit peu nationales et internationales. Donc qu'est-ce qu'on vous a concocté cette année? 2 projets, et non plus un, à savoir tout d'abord sur le 7e semestre. Nous aussi, on a une fibre écolo, et on s'est dit, tiens, ne serait-il pas intéressant que, compte tenu que nos étudiants ont toujours des bonnes idées, ne serait-il pas intéressant, dans cette fibre écologique, de leur proposer un nouveau projet qui serait la création d'un cabinet de kinésithérapie éco-responsable? Elle est bien cette idée, hein? Elle est bien cette idée-là parce que c'est une vraie question qui se pose au sein même des cabinets, sur l'éco-responsabilité. Alors, nous qui avons des cabinets en place, on est simplement sur une gestion. Mais vous, ce qu'on vous demande, c'est pas tant la gestion exclusive, c'est vraiment l'utilisation totale et la création à partir d'un plan architectural qui serait donc modulable, hein, qu'on va vous fournir, sur l'utilisation d'un cabinet de kinésithérapie dans lequel on va y intégrer, enfin, où vous allez y intégrer, c'est vous, hein, un item immobilier éco-responsable, un item matériel éco-responsable, le recyclage dont je vous parlais tout à l'heure, et au travers de normes éco-responsables. Je pourrais pousser le bouchon, puisqu'il y a l'item financement, on pourrait aussi parler de financement éco-responsable, pourquoi pas. L'information capitale que nous avons mis en place au travers des 2 cycles, c'est que sur tous ces projets, compte tenu que pour vous aider, parce que c'est pas simple hein, sur ces nouveaux projets, ça demande en tout cas une mobilisation cognitive un petit peu différente de celle de d'habitude. C'est-à-dire que pour vous aider, nous y avons intégré des cours magistraux pour vous aider, pour vous donner de l'information. Et donc à la différence des années précédentes, et là comme je vous le dis, on l'a intégré et pour le premier cycle et pour le deuxième cycle, on vous demande que ces CM soient obligatoires. Donc ils sont obligatoires pour, je dirais, au moins 2 bonnes raisons. La première, c'est pour que vous ayez l'information, parce que c'est pas facile à intégrer toutes ces nouvelles informations. Mais la deuxième, c'est pour ne pas pénaliser les autres étudiants avec lesquels vous allez travailler dans le groupe. D'accord? Donc, TD obligatoire, ça vous le saviez, et CM obligatoire, puisque cela va vous permettre d'acquérir ces connaissances pour la bonne réalisation de la conception du projet.
Le deuxième projet que vous avez entendu et auquel vous avez dû être sensibilisé au travers des 4e années l'an passé, c'est donc la réalisation et la présentation de manière nominative par étudiant sur vos 3 projets futurs. Donc l'an passé, nous avions eu un petit écueil. Nous avions potentiellement dit au départ que c'était les N+3, les 3 années suivantes. Là aussi, je coupe l'écueil potentiel, je coupe l'herbe sous le pied de ces écueils potentiels. Nous ne sommes pas sur les 3 prochaines années. C'est possible que ce soit vos 3 prochaines années. Mais véritablement, ce sont vos 3 projets futurs. Donc ceux qui décident de nous dire je fais la première année remplacement, la deuxième année remplacement, la troisième année remplacement, c'est très bien, c'est super. Mais ça s'appelle un seul et même projet. Quid de vos 2 projets suivants? Donc certains ont... alors, au plus près vous le placez, s'il vous plaît, au plus près vous le placez de votre réalité, au plus vous allez pouvoir vous emparer de ces sujets et vraiment de préparer, puisque vous l'avez compris, véritablement c'est de vous permettre d'acquérir les différentes connaissances et compétences vous permettant d'appréhender ce futur et quelque part de ne plus vous retrouver, ou en tout cas de ne plus faire en sorte que les étudiants qui se retrouvaient en post-DE se retrouvaient potentiellement dans des difficultés. Vu que vous allez les gérer en amont, logiquement, vous allez épuiser un certain nombre de difficultés, qu'elles soient financières, qu'elles soient formatives, qu'elles soient administratives. Là, véritablement, le fait de l'appréhender en avant, vous allez liquider un certain nombre de problèmes. Je parle de problèmes, mais pas seulement de problèmes. Vous allez potentiellement, véritablement vous emparer de votre vie future. Et ça va certainement, au travers de ce cheminement intérieur, vous poser des vraies questions sur qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Après, vous avez tout à fait le droit, vous avez tout à fait normalement le droit de vous dire « je ne sais pas ce que je vais faire ». Et ça ne nous pose pas de difficulté. À ce compte-là, vous allez devenir des créatifs et vous allez vous inventer une vie. Et soyons fous, inventez-vous une vie. Vous n'avez pas envie d'être salarié, faites comme si vous le vouliez. Peu importe les processus que vous mettiez en place, ces processus vont vous amener à réfléchir sur des situations et cela va vous permettre d'acquérir une façon d'être. Et c'est tout l'intérêt de la formation initiale. D'accord ? Donc, 3 projets. Au niveau des démarches administratives, les statuts, les contrats. Les 3 projets comptables en lien avec ces 3 projets. Tous les projets assurantiels, vous comprenez bien que je ne vais pas m'assurer de la même manière si je suis salarié, si je suis enseignant à l'Institut de formation en masso-kinésithérapie ou à Berck, peu importe, ou si je décide de créer un pôle de santé avec de la location et où le chiffre d'affaires sera de 12 millions d'euros. Vos projets de formation continue, là aussi, soyez cohérents dans vos projets. Si vous décidez de faire un DU en rééducation périnéale, essayez de l'adapter sur ces projets personnels, sur potentiellement le développement personnel, professionnel, d'avoir des collaborateurs en lien avec ces activités. D'accord ? Tout cela doit être cohérent. En tout cas, ça va vous faire brainstormer, c'est très bien. CTD, CCM, bien entendu, sont obligatoires, comme nous en parlions sur le premier projet. Juste, on avait émis l'hypothèse à la fin de l'année dernière, puisqu'on a vu des entretiens avec les K4 sur l'intérêt de ce projet, et on avait demandé à des étudiants de 4e année qui avaient réussi de bons projets de venir vous en parler. Donc je pense que c'est ce qu'on va mettre en place, et il faut que vous preniez conscience de l'intérêt que ce travail a pour que vous le meniez à bien. Donc on va utiliser l'expérience des anciens K4, sachant que vous aurez des choses supplémentaires à faire. Mais en tout cas, il y a des étudiants de 4e année qui sont diplômés aujourd'hui, qui se sont portés volontaires pour venir en parler. Donc ça, c'est important aussi.
Alors bien évidemment, dans ces projets, les projets qui vont vous être présentés par des anciens, des tout jeunes diplômés, évidemment on a fait un choix, on a fait un choix de projets qui tenaient bien la route et qui éventuellement sont des projets bien évidemment de qualité. Autre intérêt aussi de ça, c'est que je pense que même en il y a que quelques mois déjà d'expérience, de vie professionnelle, eux, ils vont déjà avoir le recul et vous parleront un petit peu de leur vécu entre le projet qu'ils avaient fait au sein de l'IFMK et ce sur quoi ils s'étaient projetés et puis la réalité de la vie professionnelle. Donc, ils vous donneront aussi leur petite expérience et ça sera l'occasion aussi pour vous de poser toutes les questions que vous souhaitez leur poser. Je reviens juste sur la notion d'interdépendance TD-CM. Je sais que les CM ne sont pas obligatoires. Il y aura dans votre cursus un certain nombre de CM, que ce soit dans l'UO32 ou peut-être dans certaines autres unités qui seront libellées sur l'emploi du temps obligatoire. Donc c'est pas pour vous sanctionner, mais c'est par exemple comme dans le projet dans l'UE32, tous ces enseignements, il y a un grand nombre d'intervenants, chacun dans leur domaine, qui vont intervenir. Ce projet a été construit avec une chronologie et une chronologie qui a une vraie cohérence. C'est-à-dire que chaque cours, qu'il soit TD ou CM, va vous apporter des informations d'une part. Et c'est surtout que si vous n'avez pas ces informations et que vous zappez un cours qui sera donné dans cet enseignement, vous ne pourrez pas continuer. Voilà. Donc, il y aura dans vos emplois du temps certains CM qui seront libellés comme obligatoires. C'est que vraiment, ils sont interdépendants les uns des autres avec des TD et c'est impossible de les contourner. Ça n'a rien à voir avec une notion disciplinaire. Voilà, les examens, donc ce sont les dates des examens. Donc pour SE7, les examens c'est le 28/11/2019 et les rattrapages seront le lundi 25 février 2020. Pour le SU8, les examens seront le jeudi 27 février et le rattrapage, c'est la même semaine que les examens du semestre précédent. Ça sera la même semaine mais pas le même jour. Là, le lundi 25, ça sera 25 mai, le rattrapage, non pardon, je raconte bêtise. L'examen du jeudi 27 février, c'est la même semaine que la semaine des rattrapages du SE7. D'accord? Tout ça parce que fin SE7, il faut absolument que vous ayez absolument tout validé. SE5, SE6, SE7. Sinon, vous ne pouvez pas continuer sur SE8. Voilà, c'est la raison. Soutenance mémoire, 26, 27 et 28 mai 2020. Et rattrapage mémoire, ce sera en septembre, mais la date n'est pas encore arrêtée, finalisée. Le stage Clinica. Donc, je vais laisser Monsieur Boussagol aussi vous en parler un petit peu. Juste par rapport aux documents que j'ai mis en bas en rouge, nous sommes en train de travailler avec Monsieur Boussagol sur des documents que l'on va vous transmettre, qu'on va transmettre aux tuteurs de stage qui vont vous recevoir, à vous, stagiaires, ainsi qu'aux évaluateurs qui vous évalueront après. Tout ça pour que tout le monde parle le même langage, d'une part. D'autre part, que vous ayez des informations claires, là aussi. Et ces documents auront une vocation de documents guides. Et pour vous, et pour vos tuteurs. Ça, c'est très important. Pour revenir donc sur le dernier stage, qui est un stage de professionnalisation, nous avons réalisé, je vous l'ai dit tout à l'heure, des entretiens avec les K4 l'année dernière pour faire le point et pour voir comment ça s'était passé et qu'est-ce qu'on pouvait modifier. Les retours des étudiants ont été, je dirais, quasiment unanimes sur le fait que, premièrement, ils avaient rencontré une difficulté, c'est qu'ils n'avaient plus touché de patients pendant un long moment. Donc ça, c'était une vraie problématique. C'est la raison pour laquelle on a essayé d'y répondre en rajoutant des situations de travail où vous allez être plus ou moins en contact avec un cas pratique. Donc dans la pédagogie, on a essayé de mettre plus de TD pratique. Et puis ensuite, le retour de ces étudiants, c'était texto. Heureusement qu'on a eu ces 11 semaines de stage parce qu'aujourd'hui, je me sens un vrai professionnel. S'il n'y avait pas eu ça, on aurait été en difficulté. Donc on voit l'intérêt de cette 4e année et le discours des étudiants est, Madame Dupuy-Dantec vous le dira, unanime puisqu'on s'est entretenu avec chaque étudiant
On s'est partagé la promo en fait. Donc les objectifs de ce stage, je vous les rappelle, mais vous les connaissez déjà. Premièrement, c'est de valider les compétences. On n'a certainement pas suffisamment insisté sur ça avec vous pendant votre formation. Au-delà de la validation d'un stage, vous, à chaque session pratique, à chaque session de stage, vous validez des compétences. Ce qui veut dire que pendant votre stage de 4e année, vous allez être mis en situation professionnelle au moins une fois. Et ce qu'on souhaite, c'est 2 fois. La première fois, vous allez être mis en situation par rapport au travail que vous avez fait de votre rapport d'activité. Le rapport d'activité, je vous le rappelle, c'est de choisir un cas clinique, de travailler sur ce cas clinique. Donc c'est un dossier patient et c'est la présentation de ce dossier avec les bilans du patient et avec le projet de rééducation que vous allez mettre en place. Donc ça veut dire que vous allez au-delà d'un projet, vous allez être sollicité pour pratiquer, pour avoir un contact avec le patient, pratiquer des techniques de rééducation. Dans la mesure où cette première mise en situation professionnelle se passe bien et où vous valideriez toutes les compétences, on peut imaginer que vous avez réussi votre stage. Pour certains, vous allez être en difficulté, vous n'avez pas validé toutes les compétences. Il est important de refaire une mise en situation pour qu'à la fin du stage, nous recevions des portfolios complets avec des validations de toutes les compétences. Je répète, on ne peut pas faire partir quelqu'un et lui donner un diplôme s'il n'a pas validé une compétence. Donc le tuteur doit vous amener, et c'est le discours qu'on a eu avec les tuteurs, et qu'on va encore développer, doit vous amener à acquérir cette compétence. L'évaluation, elle est là pour mettre en évidence une difficulté, et le tuteur, il est là pour répondre à cette difficulté et vous mettre en situation pour que vous puissiez valider cette compétence. Donc il faut que vous gardiez à l'esprit que ce dernier stage, c'est certainement le plus important de la formation parce que vous allez derrière sortir avec une expérience supplémentaire qui va vous donner confiance par rapport à votre activité une fois diplômé. Vous êtes là pour donc participer activement et valider des compétences. Je le répète, c'est certainement le plus important. À la fin de votre stage, toutes les obligations du portfolio, je passe dessus, mais vous les connaissez. Il faut remplir des objectifs, il faut faire une auto-évaluation. Donc on est très à cheval sur ça aujourd'hui. On a fait de l'information. Aujourd'hui, si c'est pas réalisé, ça va être sanctionné par une mauvaise note pour les étudiants de 3e, 2e et 1re année. C'est pas notre objectif, mais en tout cas on veut que derrière ce travail pédagogique, vous compreniez qu'il y a un vrai intérêt de validation de l'auto-évaluation. Et ça vous appartient. Ça vous appartient parce qu'en plus lors de l'entretien que vous allez avoir avec Madame Dupuy-Dantec ou avec quelqu'un d'autre, ou avec votre tuteur, vous allez pouvoir justifier ce que vous pensez. Si votre tuteur pense que vous n'avez pas validé une compétence et vous avez l'impression de l'avoir validée, vous allez pouvoir vous justifier auprès de ce tuteur en expliquant les choses. Donc je pense que c'est cette approche qu'il faut avoir de l'auto-évaluation. Pour certains, vous allez partir en stage extérieur. Ces stages extérieurs, ils ont tout autant d'intérêt. Ils sont plus ou moins spécialisés, ils sont plus ou moins en relation avec un projet personnel. Mais derrière, il a les mêmes objectifs. C'est vous faire progresser comme les autres dans un cadre adapté avec un tuteur et avec un terrain de stage qui possède un agrément. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les stages en 4e année. Alors, les vacances, les dates des vacances, donc SE7, ça sera du 28 octobre 2019 au 3 novembre, et SE8 du 23 décembre 2019 au 5 janvier, et du 2 mars 2020 au 8 mars 2020. Les événements de l'année, donc les soirées EPK, nous n'avons pas mis les dates volontairement, il y en a un certain nombre qui sont arrêtés, mais on ne veut pas induire en erreur et de donner de fausses informations. Donc pour l'instant, on vous donne les thématiques et on ne vous donne pas les dates. Au niveau de la thématique, comme vous le voyez, il va y avoir une thématique sur la prise en charge de la douleur, du patient douloureux, sur les pathologies cardiovasculaires, sur tout ce qui est sport, santé, performance, intégration du handicap par le sport, la performance, et là c'est la notion interviendra en handisport, soirée pneumo et prise en charge d'un patient d'une lésion vasculaire cérébrale.
On revient avec vous sur ces soirées thématiques qui sont d'une extrême importance parce que forcément on n'a pas pu tout voir pendant la formation et on a ce recueil régulièrement, et notamment on l'a eu avec les 4e années l'année dernière, qui nous ont dit mais oui, mais on n'a pas vu cette thématique, on n'a pas travaillé. La réponse à cette remarque, c'est que les soirées thématiques font partie de votre programme. Libre à vous d'y participer ou pas. Donc il faut que vous ayez conscience que, comme dans votre vie professionnelle future, vous aurez peut-être des obligations qui vont vous contraindre, mais sur le plan de la formation, à un moment, vous serez obligé d'aller faire de la formation continue. Nous, on a décidé de faire ces soirées thématiques pour aborder la problématique ou la thématique d'une autre façon qu'un cours magistral, pour vous faire participer. Alors parfois un peu maladroitement, parce qu'au départ on était plus sur l'organisation. Aujourd'hui on est plus dans le contenu et dans les échanges entre professionnels. Mais ces soirées thématiques, elles ont une réelle importance parce qu'elles mobilisent des professionnels, des spécialistes. Et forcément, il y en a qui seront plus intéressés par le sport, forcément il y en a qui seront plus intéressés par les problèmes de lésions vasculaires cérébrales. Mais on essaie d'aborder annuellement des thématiques qui n'ont pas forcément été développées les années précédentes, pour avoir un contenu sur les 4 années successives assez complet, et on interroge des thématiques qui évoluent. Lésions vasculaires cérébrales, la rééducation cardiovasculaire, c'est aujourd'hui un domaine qui évolue très rapidement parce qu'il y a des interventions, parce qu'il y a des prises en charge qui sont nouvelles. Donc on insiste sur ce programme-là et on vous invite à y participer. Y participer, c'est pas venir mettre vos fesses sur la chaise et puis rester passif, c'est vraiment y participer. C'est vous devez poser des questions. Vous devez être interpellé par des situations et vous devez les faire vivre, ces soirées thématiques. Donc je vous invite fortement à y participer. Journée physiopractice, donc le 17 octobre 2019, là aussi la date est à confirmer. Journée portes ouvertes, c'est le 8 février 2019. Oui. Donc une information de dernière minute, je viens d'avoir Monsieur Escandel qui est initialement sollicité pour intervenir sur le physiopractice. Donc l'information qu'on n'a pas pu modifier parce que je l'ai eue à midi. Le 17, effectivement, il y aura des ateliers de rééducation. Alors, on va garder le terme physiopractice pour Monsieur Escandel, parce que derrière Monsieur Escandel, donc c'est la société physiothérapie. Derrière la société physiothérapie, premièrement, il y a un partenaire qui vous a accompagné tout au long de votre formation, sur les courses, sur des événements. Il était très présent. Pour certains, vous êtes aperçus, pour d'autres, un peu moins. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui nous aide. Derrière Physiopractice, il y a Physio Academy, il y a toute une déclinaison de la formation qui est, pour nous, c'est complémentaire avec la formation que nous réalisons. Donc, le 17 novembre, oui, c'est 17 novembre, on aura une première soirée, une première journée, ce sera les ateliers de la rééducation, où on va faire venir des gens extérieurs de l'établissement, ou bien des gens qui font de la formation continue, pour venir parler des rééducations spécifiques. Là aussi, c'est pas forcément quelque chose que vous avez fait, et ça va vous donner une orientation pour votre avenir. De la même manière, au mois de février, ce sera soit janvier, soit début février, Monsieur Escandel viendra avec son équipe pour refaire une soirée, et cette fois-ci ce sera Physiopractice, pour vous donner une autre vision de ce que vous pouvez faire par la suite dans la formation. Donc on commence vraiment à se projeter sur votre avenir et quelles spécificités en rééducation vous allez pouvoir développer avec ces 2 temps. Journée pédagogique, donc il va y avoir une journée sur les amputations, hein, c'est-à-dire que là il va y avoir kinésithérapeute Madame Bonillo, médecins aussi qui vont intervenir pendant cette journée, et puis des appareilleurs qui vont venir vous présenter les différents types d'appareillages existants. Hein. Ça sera dans la continuité bien évidemment de vos cours qui vous auront été donnés sur tout ce qui est appareillage, orthèse, etc.
Journée hémiplégie, ça touche plus particulièrement les K3 bien évidemment, mais bon, ça va aussi se réorganiser cette année et ça se fera donc le 15 mai 2020. On restera aussi dans une démarche toujours interdisciplinaire. Donc nuit au musée, c'est le 6 février, les EMPR 25, 26 et 27 mars 2020. Congrès maire, ça sera le 11 juin 2020 et journée interprofessionnelle 16 juin 2020. La journée interprofessionnelle, c'est quelque chose qui vous concerne particulièrement. C'est là où vous allez pouvoir rencontrer tous les partenaires de demain et les partenaires qui vous accompagnent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je pense que c'est un temps important d'échange et c'est un juste retour que nous devons aux gens qui ont participé à votre formation. Donc ça peut ne pas vous intéresser, mais je pense qu'il faut respecter cette journée et en tout cas venir prendre de l'information et quelque part remercier ces personnes qui vous ont accompagné. Alors, les rappels, vous le savez, mais on va en reparler un petit peu. La présence est obligatoire au TD, aux travaux personnels guidés et aux stages, bien évidemment, ainsi qu'aux CM dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui seront vraiment identifiés parce qu'ils sont interdépendants ou parce qu'ils sont identifiés et rattachés à un projet pédagogique précis. Donc ça, ces CM-là seront vraiment identifiés comme obligatoires. Après, les autres CM seront identifiés tout à fait normalement. Toute absence. Alors, je le répète, l'année dernière avec, entre autres, les K4, mais les autres aussi, promotions, il y a eu un certain nombre d'absences. Quand on a voulu, avec Monsieur Blin, recenser les absences, on a eu certains étudiants quand même qui sont arrivés à totaliser entre 15 et 20 absences dans l'année, ce qui est absolument énorme et ce qui de toute façon n'est pas recevable, ça c'est certain. Donc, une absence, c'est toujours quelque chose d'exceptionnel. Bien évidemment, elle doit être signalée le jour même et elle doit toujours être justifiée. Alors, quand je dis justifiée, c'est je suis absente parce que je vais chez le dentiste, ça non, bien évidemment. Vous ne travaillez pas le vendredi, donc arrangez-vous pour organiser vos rendez-vous sur la journée où vous ne travaillez pas. Oui. Ah ben effectivement, alors ce sera effectivement. Et le samedi, il ne travaille pas ? Non plus. Bon, bah alors. D'accord, ben ça sera quelque chose d'exceptionnel, vous le justifierez. Hein ? D'accord ? Ensuite, c'est vrai que moi j'ai entendu très souvent des absences qui se disaient justifiées parce que tout simplement on avait pris un billet de train et qu'on avait décidé de partir en week-end le jeudi au lieu d'attendre le vendredi matin. Bon, ça libre à vous, ça touche, vous êtes des adultes, jeunes adultes responsables. Après, vous savez qu'éventuellement ça peut avoir des conséquences et en tout cas ça c'est certainement pas bien évidemment justifié. Et puis il y en a certains qui sont quand même arrivés à enterrer leur grand-mère plusieurs fois dans l'année. Donc tout ça, bien évidemment, ça ne sera pas recevable. Je vais compléter le propos parce que j'ai donc avec Madame Dupuis-Dantec, nous avons à la fin de l'année, s'il vous plaît, c'est important. À la fin de l'année, nous sommes partis à Toulouse et Madame Digordia, qui est la directrice de la DRJSCS et qui est la personne qui valide les diplômes, nous a posé des questions. Les questions qu'on nous pose, premièrement, les absences. Est-ce que l'étudiant a validé sa formation et combien de jours il a été absent? Donc il regarde le compteur des absences. Aujourd'hui, sur votre portfolio, tout est écrit. Donc si vous voyez une absence, ça veut dire que vous avez peut-être raté un TD sans le vouloir, mais en tout cas vous avez raté un TD, donc il faut le rattraper. Si vous voyez un compteur d'absence qui monte, il faut vous en inquiéter parce que peut-être on peut faire une erreur. Donc il faut venir voir et puis essayer de comprendre pourquoi vous avez des absences parce que c'est pas normal. Ce que je veux dire, c'est que pour valider la formation, on doit justifier certaines choses et que à partir du moment où les choses sont écrites, elles sont figées. Ça veut dire que ça va poser problème. Donc c'est les absences en TD, c'est les stages, les absences en stage, c'est la validation de stage, c'est
l'évaluation et l'auto-évaluation, on va aux compétences, donc ensuite c'est la graduation, hein. Et à la fin on regarde le commentaire, hein, qu'a écrit le tuteur. Donc on va prendre tout vos stages, et si à un moment il y a un 9,75 et qu'il y a une discussion, c'est les éléments qui sont évalués. Alors ça peut vous faire sourire, mais l'année prochaine peut-être que ça va vous sauver. D'accord? Donc il faut vraiment entendre ça, parce que nous, derrière, on peut pas tricher en fait. D'accord? Donc on est obligé de répondre à ces questions, et autant on pourra vous soutenir parce que vous avez eu une progression, parce que vous avez travaillé, et on pourra défendre votre dossier, autant s'il y a des absences, on ne pourra pas le faire. Alors, pour finir juste sur ce chapitre, bien évidemment, cette année avec Monsieur Blin, au-delà du compteur dont vient de parler Monsieur Boussagol, nous allons, avec Monsieur Blin, être particulièrement vigilants. En tout cas, on va le regarder de façon hebdomadaire, les différentes absences qui vont se cumuler, que ce soit pour vous, les 4e année, 1re, 2e ou 3e année. Il est bien évident que quand on verra un certain nombre d'absences qui va se cumuler, vous serez convoqué, bien évidemment. Alors convoqué parce que, pas à titre disciplinaire, mais convoqué aussi pour savoir peut-être qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a des absences répétitives, etc., etc. Et ça peut peut-être aussi être le lieu et aussi le moment peut-être de vous accompagner, parce que vous étiez, et on l'a rencontré l'année dernière, hein, certains étudiants qui étaient dans des périodes très 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 difficiles de leur vie, qui n'ont pas voulu spécifiquement en parler, qui accumulaient les absences, absences qui justifiaient plus ou moins avec des raisons qui étaient plus ou moins, que l'on pouvait plus ou moins entendre, et en fin de compte, derrière tout ça, il y avait quelque chose de difficile et de douloureux qui était vécu. Donc on est là aussi, hein, pour entendre ça. Au niveau de la ponctualité, alors elle est indispensable. Donc cette année, on a mis en place un principe très simple, tout simple, hein. Plutôt que de dire passer un certain nombre de minutes, vous arrivez en retard, on ne vous accepte pas. C'est quelque chose qui était à la limite qui était trop flou comme indication. Et puis suivant les enseignants, voilà, le temps, c'est quelque chose qui parfois peut être quelque chose évalué de façon très personnelle. Donc en fait, il y aura un appel, bien évidemment, systématiquement fait, qui aura une forme un petit peu différente cette année. On a bien évidemment, toutes ces informations ont été données déjà par les enseignants en amont. Et par contre, dès que l'appel est terminé, ça veut dire que le cours commence, et ça veut dire qu'on ne peut plus déranger le cours. Voilà. Donc une fois que l'appel est terminé, tous les étudiants qui arrivent après l'appel ne seront pas acceptés, hein. Ça dérange les autres étudiants et ça dérange aussi l'enseignant. Bon, après le reste, je pense que vous connaissez, hein, matériel et tenue spécifique, tout ça, vous connaissez. Polo indispensable au TD. Là aussi, s'il n'y a pas de polo, je peux vous dire que vous serez refusé. Voilà, clair et net, hein. On l'a dit, on l'a redit, on a informé les enseignants, donc voilà, pour que ce soit clair pour tout le monde. Au niveau des évaluations, alors... Oui. Par rapport au polo, à l'origine, c'était pour la pratique, pour que ce soit libre, alors, cette année, vous allez pratiquer, hein, aussi, hein. Alors, pratique, il faut, mais si c'est un TD où on va surtout parler ou évaluer, on peut ne pas l'avoir. Sur le 32 ? Oui, par exemple sur le 32, des choses comme ça. Mais après, ayez vos polos. Peu importe, que vous les ayez pour rien, qu'est-ce que ça fait ? De toute façon, et serviettes évidemment. Donc de toute façon, on vous laisse systématiquement 10 minutes à la fin du TD. Hein. Moi, je vois mes TD que vous allez avoir avec moi. Il y a certains TD... S'il vous plaît, il y a certains TD effectivement où vous n'aurez pas besoin du polo, et il y en a certains où vous en aurez besoin. Sauf que ça, je ne vais pas vous le libeller sur l'emploi du temps, hein, bien évidemment. Et pourtant, ce sera le même enseignant. Donc voilà, on ne va pas... Au niveau des évaluations, alors, au niveau des évaluations, là aussi, sachez que cette année, il peut y avoir une différence, c'est-à-dire que à la première session, vous, dans une même, que ce soit même si c'est la même unité, hein, dans une première session, vous aurez des évaluateurs, et dans les sessions de rattrapage dans la même unité, il se peut très fortement que vous n'ayez pas les mêmes évaluateurs. Voilà. Mais on reste dans la même unité. Les TD, vous le savez, ça dure 1h50, donc les 10 dernières minutes, c'est justement pour pouvoir vous changer. Certains cours sur aussi l'emploi du temps seront clairement identifiés communs
K3, K4. Alors ça correspond à quelques très très rares cours qui n'ont pas pu vous être dispensés en K3 parce qu'en fait, exceptionnellement et au dernier moment, un enseignant n'a pas pu venir. Et de par son planning, n'a pas pu le reporter sur l'année. Donc, il y en a très peu, mais ils seront identifiés comme tels. Donc, ça veut dire que ces cours-là, de toute façon, bien évidemment, tous les CM sont enregistrés, mais ceux-là plus particulièrement le seront. Ils seront accessibles pour vous. Smartphone, je passe, bien évidemment. Nourriture, boisson, vous le savez. L'eau est tolérée. Et alors, ça aussi, c'est pour vous plus particulièrement. Il y a certains TD qui vont être positionnés après les examens et même la soutenance du mémoire, parce que de mémoire, je crois que vous avez encore 3 semaines de cours après. Il y a certains TD et même des TD évalués qui seront positionnés après la soutenance du mémoire ou après les examens et même après les rattrapages. Il faut y être, ils seront obligatoires. Voilà. Ceux-là aussi vraiment seront identifiés comme tels. C'est très très important. Ça va toucher entre autres à l'éthique, ça va toucher à l'U32, ça va toucher à certains projets, parce que dans ce cadre-là, la plupart du temps, on va vous solliciter pour présenter des projets à d'autres années d'étudiants, pas seulement qu'à des évaluateurs. Donc derrière, pour nous, ça représente une vraie organisation. Donc il faut que ce soit quelque chose de cohérent et qui fonctionne. Voilà, et vous allez avoir aussi des rendez-vous mémoire individuels. Donc, on les a positionnés à la demande de Monsieur Mesure comme prioritaires. Ça veut dire que même si vous avez un TD à ce moment-là, vous pouvez être absent 10 minutes, un quart d'heure avec votre responsable mémoire, votre référent mémoire. Ça restera des TD, ça restera un rendez-vous prioritaire. Parce que bien évidemment, sur la totalité des gens qui vous accompagnent, il y en a qui viennent de loin, je pense particulièrement, enfin qui ne sont pas sur Montpellier, particulièrement Monsieur Mesure. Donc c'est pareil, il a un planning très organisé. Tous ces rendez-vous vont être individuels, vont être planifiés. Donc bien évidemment, ce sont ces rendez-vous qui sont prioritaires. Voilà. Et enfin, interdiction de stationner, bien évidemment, dans l'enceinte du CHU. Ça, nos heures de présence à tous les deux. Simplement, comme bien évidemment, chaque promotion a des délégués nous ne pourrons jamais recevoir tout le monde et certainement pas tout le monde en même temps. Je ne sais pas si vous aurez les mêmes délégués cette année. En tout cas, l'année dernière, ça s'est très très bien passé avec vos délégués qui ont été des délégués très efficaces et très investis pour votre promotion. De préférence, si toutes vos demandes peuvent passer par les délégués, c'est bien. Après, si vous avez des rendez-vous individuels à nous demander parce que vous avez quelque chose, un sujet très personnel à aborder, bien évidemment, on est là pour vous. Je répète juste pour les délégués, pour toute demande, et ils l'ont déjà fait, ils l'ont bien compris, ils l'ont déjà pratiqué toute l'année dernière, la demande de rendez-vous se fait quand même un petit peu en amont, mais surtout bien mettre l'ordre du jour de toutes vos demandes. La raison est très simple, c'est que ça nous permet de voir quelles sont vos demandes, ça nous permet de faire le tri entre les demandes auxquelles on peut répondre immédiatement, et les délégués le savent. Je leur réponds en général par mail tout de suite dans la foulée. Toutes les réponses que je peux donner, je les donne tout de suite. Les réponses que nous ne pourrons pas donner, ou nous avons besoin de consulter ou des intervenants extérieurs, ou plus particulièrement la direction, à ce moment-là, ça se discute pendant le rendez-vous. Voilà. Ça permet de ne pas perdre de temps pendant le rendez-vous et de répondre à toutes les questions qui nous seront posées. Je fais juste une toute petite aparté, ça c'est une annonce à part. Il y a possibilité pour vous, mais ce sera en nombre très limité, d'assister, ça c'est une demande que M. Rouvière m'a demandé de faire. Il y aura possibilité pour certains d'entre vous, de la période, si je me rappelle bien, de septembre à décembre, d'assister à des consultations du professeur Chamas. Alors évidemment, c'est sur la base du volontariat. C'est quelque chose qu'on ne va pas organiser. Ça va être sur la base du volontariat. Il y a un maximum de 4 personnes acceptées pendant la consultation. Donc, n'hésitez pas à venir me voir pour que je puisse mettre tout ça en place. Et ça ne se passera que sur les mois de septembre à décembre. Donc, la consultation du professeur Chamas est orientée vers tout ce qui est bilan neuromusculaire, neuropériphérique. Donc, c'est une thématique qui est très intéressante. Il y a très peu de professionnels qui s'y engagent.
et on trouvait intéressant de pouvoir vous autoriser, dans la mesure du possible, et si cela vous intéresse, de vous donner cet accès. On s'est entendu avec le professeur Chamas qui a répondu favorablement à cette demande. Tu voulais rajouter quelque chose? Voilà, je pense qu'on vous a donné le maximum. Si? Je voulais rajouter, j'avais écrit un mot. Ce matin, on vous a donné une information erronée. Madame Breton vous a parlé d'un master sport performance. Le terme master était un abus de langage. Donc c'est une formation qui a une orientation sport performance, mais c'est pas un master. C'était juste la précision. Voilà, j'espère qu'on vous a donné le maximum d'informations, en tout cas utiles pour vous. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, que ce soit Monsieur Blin ou moi, pour des informations complémentaires. Et puis on vous souhaite à tous une très très belle année. Très bonne année à vous. Les bons effectifs vont être écoulés au bureau. C'est bon? Qui c'est qui est... Tu rentres là, tu as fini? Tu vas manger? Ils ont quoi après? Il n'a pas mangé un. Tu rentres avec moi? Ouais. Tu rentres aussi, Didier, ou pas? Oui. Ok, allez. C'est vous ce matin. Ça va? Toujours les mêmes, hein, qui voient ça. Qui est-ce qui vient après, Mathieu? C'est qui est? Après, il y a l'élection des délégués. Allez, très bien.